Serge July, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. J'ai voulu que vous veniez ce soir parler de Gainsbourg parce que votre journal Libération a publié ce matin l'interview outre-tombe posthume de Gainsbourg qu'il avait enregistré il y a 10 ans. Ça mérite peut-être une explication, ça. Il avait dit à publier après ma mort. Oui, pour être un tout petit peu plus et porter une précision, elle a été faite en octobre 81, oui, au moment de la sortie Mauvaise Nouvelle des Étoiles, oui, sur lequel je reviendrai, oui, par Bayon, donc, qui est le critique musical de Libération, qui a sans doute entretenu avec Gainsbourg pendant très nombreuses années une relation assez compliquée, en partageant des fascinations pour les mêmes mots et parfois les mêmes sons. Et donc une relation comme ça assez étroite et très professionnelle. Et donc au moment de la sortie de ce disque, qui représente une rupture dans la vie de Gainsbourg, c'est dans ce disque qu'apparaît ce personnage dont on va évidemment sans doute parler maintenant, qui s'appelle Gainsbar. Il apparaît dans ce disque. Donc Bayon cherchait une idée pour faire cette interview au moment de la sortie de ce disque. Il a eu l'idée de lui offrir, comme le disque est déjà un peu morbide, lui proposer comme idée de raconter sa mort. Et ce qui est extraordinaire dans cette interview, dont on a publié une petite partie, oui, en novembre 1980, au moment de la sortie de l'album, et dont on a publié l'intégralité ce matin, conformément à la conversation qu'ils ont eue d'ailleurs plusieurs fois après cette interview entre lui et Bayon. Et ce qui est drôle dans l'interview, si je puis dire, mais puisque somme toute il avait voulu que les choses soient ainsi, c'est que il annonce sa mort, il a date. Alors d'abord il donne une première date qui est 89, octobre 89. Et cette mort, elle est donnée par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui lui tire dessus. Donc il reçoit une balle. Bon. Et puis il y a une deuxième mort et qui est une autre date. Et cette fois, c'est lui qui se donne sa mort. Première fois, il dit qu'elle a été ratée. Et cette mort, elle est à la fin de la Troisième Guerre mondiale, j'ai vu ça, en 1992. Ouais. Ce qui est quand même, quand on l'a relu hier, laisse quand même pantois. Ouais. Alors l'histoire, elle est, je crois, intéressante par rapport à la question de son statut comme ça dans la société française, assez incroyable. Moi, je crois qu'il a eu effectivement trois grandes époques de Gainsbourg, qui a structuré d'ailleurs, qui structure l'émission en ce moment. Il y a une première émission, c'est l'enfant de Vian, quoi. Ouais, bon, tout à fait. Donc ça va jusqu'au milieu des années 60, un peu fin des années 60, 68, hein, on en parlait à l'instant, où il va en Angleterre en 66, 68, et il fait le premier album rock en 68, je crois, Initial Bébé. Et moi, je crois qu'à ce moment-là commence quelque chose qui est immense, quoi, dans la chanson française. Je crois tout à ce moment-là est vraisemblablement passé par lui. C'est-à-dire qu'il a sans doute... Comme traîné avant lui. Comme traîné avant lui. Moi, je crois qu'il y a eu deux types immenses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas des types qui chantaient mieux que lui ou qui ont fait parfois des chansons aussi belles. C'est pas le problème. Le problème, si on peut dire que quelqu'un était le moteur, le cœur même, un peu, à un moment de la musique, de la chanson, il y a eu traîné comme ça de manière, pendant 30 ans, quoi, de manière absolument immense. Et moi, je crois qu'à partir du milieu des années 60, il électrise la chanson française. Il est une sorte de veine jugulaire, quoi, des sons, des mots, et des sons qui viennent absolument de partout. Il attrape tout au bon moment, et à chaque fois, ça tombe pile. Et ça dure à peu près. Et en même temps, ce qui est terriblement émouvant, c'est que toute cette période, c'est un peu l'histoire haïtienne, quoi. Donc ça va jusqu'à 79, 80, et la rupture c'est 80, quoi. Et donc à ce moment-là commence une autre histoire, et il y a cette histoire de la Marseillaise qui est sans doute un moment vraiment important. On va y revenir dans un instant, parce que maintenant on va avoir un chapitre, je voudrais que vous regardiez le chapitre avec moi, qu'on a sous-titré La Provoque. Alors la première provoque dont je suis le témoin, moi, elle a lieu sur ce plateau, là, de l'autre côté, à 3 mètres de nos fauteuils. C'est le 5 avril 86,
où je reçois pour la première fois Whitney Houston, qui est devenue une star mondiale aux États-Unis depuis, qui est la nièce de Dionne Warwick, et qui a gardé un très mauvais souvenir de son passage chez nous. Et vous allez comprendre pourquoi. Serge m'avait promis à l'époque de porter un smock et de bien se tenir et de ne pas fumer. Voilà. Alors, il a tenu vraiment son pari jusqu'à 22h. L'émission se terminait à 22h15. Et après, j'ai eu vraiment l'inconscience, parce qu'il m'avait demandé, présente-moi les canons, et ça. Et je me suis approché du canapé. Alors, ce n'était pas prévu. Je lui ai présenté Whitney Houston. Voici la suite. J'aimerais que l'on répète quelques-uns de mes plus beaux aphorismes. Ah oui, par exemple? Par exemple, la queue, c'est féminin, le con masculin, question de genre. Ouais. Un aphorisme, c'est une pensée concise. C'est ça, un aphorisme. Et ça suffirait pour définir Gainsbourg? Ah non, il y a aussi ce qui me gêne dans la jument, c'est la queue. Ouais. Il y en a une autre. Qui a coulé le Titanic? Iceberg, encore un juif. Alors, il y en a un qui est beau, le plus beau que j'ai jamais fait. Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sanguin pur abreuve nos... Voilà, là, il faut revenir sur l'épisode de la Marseillaise. C'est un épisode, je crois, important, à la fois sur tous les plans. Musicalement, parce que d'une certaine manière, il introduit le sampler en Alors France. là, on a c'est pas la musique. on a la pas vraie lui, séquence, puisque les joueurs, les musiciens Rastas sont partis. de Bob Marley, qui devait l'interpréter en règle, ont eu peur ce soir-là à Strasbourg, et il est allé quand même, il a chanté seul. Quoi. Mais c'est important, je crois, pour lui, parce que c'est un aspect sans doute qui a été, je crois, tout à fait important. Courageux. C'est d'une part, il découvre qu'il est courageux. Quand je dis il découvre, c'est qu'il courage quand même invraisemblable, alors qu'il est menacé par 200 parachutistes. Il va danser il va chanter a cappella, ça la Marseillaise, donc pas d'une certaine manière vraiment la sienne. Donc l'autre, ou la vraie Marseillaise, ou l'ancienne. Et en même temps, il se passe quelque chose de tout à fait phénoménal, c'est qu'il devient un personnage social. Oui. Il était un incroyable musicien, un faiseur de voix, un faiseur de son, un faiseur de mots, comme il disait lui-même, un faiseur de lyrique. Oui. Et il découvre qu'il est un personnage dans la société française qui n'est pas simplement que ça. Il est un peu l'autre face, une sorte de miroir un peu inversé ou parallèle, au sein de Coluche dont on va vraisemblablement parler. Moi, je crois que c'est un moment tout à fait important parce que c'est à ce moment-là, je crois, et puis on le voit bien avec Mauvaise Nouvelle des Étoiles, qui commence son suicide en public. La principale provocation de Serge Gainsbourg, c'est quand même pendant 10 ans de s'être suicidé sur tous les studios de télévision. Devant Jean-Louis Burgat, animateur de 7 sur 7, on l'a vu brûler le billet contestant l'imposition en 83, des impôts. Mais 8 jours après, il offre 100 000 francs à Médecins Sans Frontières. Là, après la Marseillaise, il se fout tous les parachutistes à dos et puis il se réconcilie avec eux après. Il se réconcilie et puis il va dans les commissariats toutes les nuits. Oui, et puis il devient copain avec les flics, le quartier de la rue de Verneuil, tout le monde le sait. Alors, vous avez dit ce matin, je vous ai entendu sur Europe, une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous avez dit que finalement la France a connu 2 personnages emblématiques, Coluche et Gainsbourg. Il y a eu les Coluchiens et les Gainsbourgiens. C'est vrai qu'il y a une relation entre les deux bonhommes. Hein. Oui, c'est drôle parce que ce formidable musicien, cet avaleur de son comme ça, il a une phrase dans l'interview qu'on publie ce matin que je trouve tout à fait symptomatique. Il dit moi je pense ces mots. Il parle de lui au passé puisqu'il est mort théoriquement. Et il dit je pense ces mots. Je pensais jamais musique. La musique c'est pas naturel. Il dit. Et qui d'une certaine manière n'a pas dit des mots de Gainsbourg. Il a inventé un nombre d'expressions qui sont passées dans notre langage commun, y compris combien de ruptures qu'on a pu connaître, ou si j'allais dire de nos ruptures, ont été meublées, habitées, hantées même par des mots, des expressions qu'il a inventées. Or, ce qui est frappant, c'est que lui et Coluche, finalement, les années 80, c'est eux qui inventent les mots. On parle tout le temps la langue française, sa réforme, il faut qu'elle soit vivante, plus vivante, etc. Il y a deux océans de vie qui ont fait vivre la langue française, qu'on a parlé, on a parlé le coluchien, on a parlé le gainsbourgien,
pendant très nombreuses années d'exprès. Et ça me frappe. Et je trouvais effectivement tout à fait frappant que ce soit deux clowns de nature différente, un peu inversés comme ça, mais que ce soit ces deux clowns qui aient finalement, à un moment donné, pendant près de 10 ans, parlé un peu la France, quoi. Oui. Et il y avait besoin de se regarder chez ces deux bonshommes. Pas du tout les mêmes. On est dans la dérision absolue. Vous l'avez dit, c'est un perfectionniste, Serge. Et il a été dans son suicide, dans la dérision, un perfectionniste absolu. Il n'a rien raté, il a travaillé ça absolument. Il y a un au point quart. commun avec Coluche, de physique incroyable. Vous disiez ce matin qu'il aurait pu être le fils de Michel Simon et de Jim Morrison, le chanteur des Doors, c'est vrai. Et on voit son évolution physique depuis le début de l'émission, là. On voit Je que crois finalement... Claude Berry va en parler mieux que moi, puisque je veux dire, il y a cette scène quand même formidable où il chante en duo avec Michel Simon. Mais c'est vrai moi, j'ai toujours eu le sentiment comme ça que c'était son fils. À la fois comme acteur, et on se dit... finalement, quand on voit La Talente avec Michel Simon, c'est une énorme provocation. Michel Simon est un énorme provocateur. Bon, on se dit, tiens, mais Gainsbourg, il y a 2 ans, 3 ans, il aurait pu jouer La Talente de la même manière. Vous allez le rééditer, le sortir, votre numéro d'aujourd'hui? C'est un numéro, je trouve qu'il a eu un talent fou dans sa mort. Il a attendu le dernier jour de la guerre du Golfe. Il n'a pas été une victime de Saddam Hussein. Il aurait pu être une victime, il aurait pu être éclipsé par le fracas des armes. Il a attendu le dernier jour, il s'est éteint, il ne s'est pas suicidé, il s'est éteint. C'est le mot qui convient. Comme une bougie se ferme. Donc, ce numéro, c'est incroyablement vendu. Et donc, pour les lecteurs donc, qui n'ont pas eu l'occasion de le trouver, puis ça a manqué dès ce matin, donc on l'a réédité, il est vendu avec le journal, donc c'est pas... Merci Serge. Vous avez un fils? Oui. Qui a quel âge? Qui a 15 ans. Qui aime Gainsbourg? Qui aime Gainsbourg. Qui connaît tout de Serge? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci, on va marquer une deuxième pause et ensuite, dans 2 ou 3 minutes,